Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Alors c'est une émission en deux parties. Dans la première partie, je vais vous parler du contre-débat national qu'on est en train d'organiser. Ça va être assez court, je vais juste vous le présenter et vous dire à peu près les dates et les intervenants. Et dans une deuxième partie, je vais revenir sur la précédente vidéo sur les foulards rouges et notamment sur les messages que j'ai reçus des gilets jaunes et des foulards rouges. Sous cette vidéo, on va avoir une tranche de vie, je pense, devant nous, et à défaut de l'interpréter, on va peut-être la commenter. Alors, la première partie, le contre-débat. Vous savez que le Cercle Richelieu essaie d'organiser un contre-débat national. On n'a pas les mêmes moyens, évidemment, que le débat national organisé par Emmanuel Macron, mais on se dit qu'avec beaucoup de bonne volonté, on peut arriver à quelque chose. Le vendredi 15 février, si tout va bien, si ça ne change pas, on vous le confirmera, mais le vendredi 15 février, il y aura la première discussion, le premier grand débat sur immigration et transformation de la société française. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a fait, nous ? On a élaboré une vingtaine de questions. Vous savez que dans le grand débat national, il y a 34 grandes questions, qui en fait sont très souvent des questions un petit peu minables, un petit peu au rabais, qui ont été soumises par l'exécutif aux Français qui participent à ce débat. Nous, on essaye d'avoir de vraies questions, en fait. On essaye d'avoir les questions dont la réponse nous semble fondamentale à l'avenir de la France, en fait. Presque des problématiques plus que des questions, en fait. Et vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo quelque chose comme 24-25 questions qu'on a élaborées. Il nous en manque une dizaine. Ce que je vous propose, globalement, donc il nous en manque une dizaine sur les thématiques économiques et immigration et société. Ce que je vous propose, c'est dans les commentaires d'élaborer les problématiques dont, à votre avis, la réponse pourrait contribuer à améliorer la situation de la France. Donc dans les commentaires, vous me faites ça. Donc je vous l'ai dit, le 15 février, on organisera notre première discussion. Et entre le 1er et le 15 mars, on organisera la deuxième qui sera sur la situation économique de la France. Qui seront les... Alors, pour le deuxième, c'est compliqué. On manque d'experts économiques. On va pas se mentir, mais on essaie un petit peu de les trouver. Pour le premier, pour l'instant, si on en reste là, on devrait pouvoir avoir Monsieur Ploncard-Dassac, Teddy Boy RSA, Ernesto 2.0, Nous voulons vivre, peut-être encore 2 ou 3 autres, un représentant de la ruralité, etc. Grosso modo, on en est là. Évidemment, on a interpellé beaucoup de gens, mais il y a très peu de gens qui nous ont répondu. Donc, si vous, de votre côté, vous savez comment obtenir un contact avec une personnalité importante que vous voudriez voir participer à ce contre-débat national, nous, on le prend, contact, il y a pas de souci, et on essaiera de contacter cette personne. Bien, c'est tout pour la première partie. Je vous avais dit que ce serait assez rapide. Donc dans les commentaires, vous nous mettez les problématiques qui, à votre avis, sont particulièrement importantes pour l'avenir de la France et qu'on devrait traiter durant ce contre-débat national. Et si vous avez des contacts, des gens que vous voulez absolument voir et, à votre avis, en passant par tel biais, on peut y arriver, je suis preneur également. Vous avez le mail du Cercle Richelieu, il y a le Facebook du Cercle Richelieu. Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Moi, je lis tous les commentaires. Je réponds pas à tout le monde, mais je peux vous assurer que je lis tous les commentaires. Voilà, ça commence la deuxième partie. Alors ça n'a pas été facile de trouver, de sélectionner plutôt les commentaires que j'allais vous lire, mais j'ai essayé de trouver des commentaires qui me semblaient représentatifs des Gilets jaunes, et je vous avoue que c'était plus compliqué de trouver des commentaires qui me semblaient représentatifs des foulards rouges, parce qu'il y en a qui sont intervenus, mais évidemment mon ton sarcastique, et je peux le comprendre objectivement, mais mon ton sarcastique de la dernière vidéo ne l'aura pas pu. Donc c'était rare de trouver quelqu'un qui était dans la mesure. Mais enfin, je vais faire mon possible, et là, donc on a la vraie vie des profs, c'est son pseudo. Monsieur à 4 minutes 12... Oui, donc celui qui disait dans la vidéo précédente qu'on pouvait trouver facilement un boulot si on en avait envie. Alors j'ai un boulot sale con, bon voilà, comme l'immense majorité des gilets jaunes. Non mais ça c'est dingue d'être aussi fermé, de rien comprendre à la vie. Je travaille, ma femme travaille, on n'est même pas au SMIC mais on n'y arrive plus quand même. Je suis dans la région parisienne et pleure chaque mois pour payer mon loyer qui est super cher. Putain, et après le type te parle du Morvan. Oui, parce que le type, effectivement, disait que lui, dans le Morvan, son neveu, qui n'avait pas de travail, avait un travail. Donc il s'était un peu mal exprimé, mais globalement, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il avait réussi finalement à trouver un travail. Oui, en fait, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? En fait, je crois que les foulards rouges pensent que
globalement, les gilets jaunes, c'est que des gens qui recherchent un travail. Mais non, moi, l'immense majorité... Moi, j'ai un travail déjà, et d'aucuns me considéraient en tant que professeur que je suis bien payé, mais globalement, l'immense majorité des gens que j'ai rencontrés, c'était des gens qui avaient un travail. Et c'était pas non plus c'était pas des archétypes, c'était pas des gens qui soit n'avaient aucun diplôme, soit avaient une myriade de diplômes et ils n'arrivaient pas à trouver un travail. C'était des gens au milieu en fait, qui avaient eu quelques diplômes ou pas, mais qui avaient des compétences et qui avaient un petit peu du mal à les exploiter. Enfin, en tout cas, à se faire rémunérer en accord avec ces compétences. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est les gilets jaunes, c'est aussi des gens qui demandent à pouvoir vivre normalement du fruit de leur travail. Ils demandent pas l'aumône, ils demandent pas la charité, tout simplement. Alors, deuxième commentaire, également d'un gilet jaune. Bon, il y a bien plus de commentaires de gilets jaunes que de foulards rouges, évidemment, donc on va donner un peu la prépondérance aux gilets jaunes. Alors, c'est Jean-Philippe qui dit au dernier mec de la vidéo. Oui, c'est parce que dans la vidéo donc que j'ai commenté, la précédente, c'était un type qui disait que les gilets jaunes, c'était des gens qui avaient 2 voitures et qui se plaignaient de ne pas pouvoir y mettre de l'essence dedans. Donc il dit au dernier mec de la vidéo, j'ai pas de voiture, j'habite Rouen et je travaille à 30 km de là. Il faut que je prenne tous les transports tous les matins. Je pense que je peux dire que je galère bien comme il faut. Pourquoi j'ai pas de voiture? Je gagne 1 500 € par mois, j'ai un enfant, je suis à découvert à partir du 20 de chaque mois, alors que je vais pas en boîte de nuit, je vais pas au resto ni rien, alors une voiture, comment je pourrais la payer? L'essence, c'est le cadet de mes soucis. Oui, alors d'ailleurs, je parlais de rebondir sur ce point-là, parce que beaucoup de gens m'ont dit, c'est que tu as parlé de l'impossibilité d'avoir 2 voitures, mais il y a des gens à la campagne qui ont 2 voitures et qui ne sont pas riches. Oui, alors avant de commenter Jean-Philippe, je voudrais aussi commenter ça. Effectivement, avoir 2 voitures ne fait pas de vous quelqu'un de riche. Genre, surtout si vous n'avez pas le choix, que vous habitez à la campagne. Et surtout quand on voit l'état des voitures qui souvent sont même plus cotées à l'Argus, donc ça vous donne un petit peu une idée. Mais effectivement, donc Jean-Philippe, encore une fois, donc quelqu'un qui visiblement travaille, qui gagne 1 500 € par mois, ce qui est pas très loin du salaire médian français. Il nous explique qu'il a un enfant. Ok, donc c'est pas un truc de fou, hein. C'est un type qui gagne 1 500 € par mois, pas très loin du salaire médian, qui a un enfant, qui est peut-être en couple, dont la femme, à mon avis, travaille dans ce cas-là peut-être également, et qui nous explique qu'il a découvert le 20 de chaque mois. Donc ça veut dire qu'il fait le 2 tiers du mois en positif et après 1 tiers du mois en négatif, quoi. Et il va pas en boîte de nuit, il va pas au resto. Et oui, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les gilets jaunes, ils veulent simplement pouvoir vivre de leur travail, c'est tout. Est-ce que c'est normal dans notre pays que quelqu'un qui gagne 1 500 € par mois arrive pas à finir correctement son mois? Je sais pas, moi je me dis que c'est pas normal, je me dis qu'on est aussi en droit d'aspirer à un peu plus que ça. Alors évidemment, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, bah, ils ont qu'à se prendre en main, ils ont qu'à faire une autre formation, etc., etc. Mais pourquoi on ne pourrait pas vivre bien avec 1 500 € par mois? C'est pas le SMIC, 1 500 € par mois. Je veux dire, beaucoup de mes collègues militaires, mes anciens collègues militaires, gagnaient peu ou prou ça. Alors pas en tant qu'officier évidemment, mais en tant qu'homme de rang et sous-oeuvre, quoi. Des pompiers, je connais des pompiers qui gagnent à peu près ça. Alors après, bien sûr, tu peux évoluer dans ta carrière, mais enfin, est-ce que c'est extraordinaire qu'un soldat ou un pompier puisse rêver de pouvoir vivre correctement avec le salaire qui lui est versé? Moi, ça me semble pas si extraordinaire que ça, personnellement. Alors là, c'est un commentaire de Nec possum tecum vivere nec sinete. Oui, le pseudo est un peu long. Pour ce qui est de trouver du travail, si on le veut vraiment, c'est un argument que j'ai éprouvé moi-même en 2007. Je quittais mon poste de gestionnaire financier dans l'armée. Ah tiens, un collègue. Et à un claquement de doigts et avec une possibilité de mobilité importante, j'ai retrouvé un bon poste adapté à mes capacités et envies. Puis je me suis retrouvé dans la même situation en 2010. Et là, le mieux que j'ai pu trouver en 4 mois de recherche intensive, c'est de dépecer des cochons en abattoir par une agence d'intérim. Oui, je l'avais pas vu. Je l'avais pas lu, cette partie-là. Le monde change de plus en plus vite et avance dans une direction curieuse. Aujourd'hui, je n'ai même plus cette capacité de bouger n'importe où en France pour trouver du travail car je suis père de famille. Du coup, je sais que si je me fais licencier, je suis mort et donc j'accepte tout ce que mon patron me demande de faire. J'accepte toutes les conditions pour conserver un emploi de merde qui n'a rien à voir avec mes études. Aujourd'hui, dans la revente de matos médical, je ne parle pas de l'expérience du copain au fils de mon neveu, je parle de mon vécu et je sais qu'on est de plus en plus nombreux à le partager. Aussi, quand j'entends des abrutis incapables de sortir leur tête du cul du même coincé dans les années 70, ça me fout les boules pèses. J'ai moi aussi tenu le même discours que ce monsieur en 2007, puis la réalité a frappé et frappé fort. Oui, donc il fait référence à ce monsieur, le même dont je vous parlais tout à l'heure, qui expliquait que c'était facile de trouver du travail et que les gilets jaunes en fait ne le voulaient pas vraiment et que lui il avait un neveu dans le Morvan, etc., etc. Oui.
Ben voilà, en fait, j'ai trouvé que la manifestation des foulards rouges, quand même, la moyenne d'âge était assez élevée, alors que chez les gilets jaunes, la moyenne d'âge est plus basse, on va dire, considérablement. Alors, il faudrait faire une étude sur le sujet, parce que là, je sais qu'il y a des foulards rouges qui vont me dire, t'as pas fait une étude statistique réelle sur le sujet. Oui, ben personne ne peut le faire. Donc, mais à ce que j'ai vu, les gilets jaunes en ont fait quand même un certain nombre de manifs. À ce que j'ai vu, la moyenne est assez basse pour les gilets jaunes et elle semblait assez haute là pour les foulards rouges. Donc c'est des gens qui effectivement pour moi sont beaucoup bloqués dans les années 70-80 et ils comprennent pas et en fait ils justifient leurs opinions en allant piocher dans leurs relations des exemples qui semblent leur convenir. Sauf que de ces exemples on ne peut pas faire une généralité nationale, à mon sens. Encore une fois. Bien, alors... Là, c'est un commentaire de Kuroneko057. J'habite une ville à moitié morte où les quelques hôtels servent à loger les réfugiés, avec des guillemets évidemment, kosovars et albanais. Quelle inculture, j'ignorais que ces pays étaient toujours en guerre. Je fais 40 km aller-retour, 5 jours par semaine pour aller bosser. Je passe devant une première classe, il veut parler d'un hôtel première classe, je suppose, où quand il fait beau, d'autres réfugiés assis au soleil fument l'argent que mes taxes financent. J'habite un vieil immeuble dans un quartier résidentiel qui n'a de résidentiel que la taxe d'habitation insensée. La mairie socialiste y loge de plus en plus de gens du voyage sédentaire, et la musique à fond pour tout le quartier jusqu'à 5 heures du matin ne provoque aucun déplacement des forces de l'ordre. Si je devais vendre, je vendrais à perte vu la réputation du quartier et n'aurais même pas de quoi me racheter un toit. Je dois donc me faire une raison. Je suis aide-soignant dans un établissement privé, je gagne le SMIC, je survis seul et subviens moi-même à mes besoins. Je refuse malgré tout de me passer de culture et j'achète des livres et des CD d'occasion. J'ai 42 ans, je bosse depuis que j'ai 24 ans avec quelques périodes de chômage et reprises d'études. J'en ai marre de survivre, je veux une paix décente et ne plus avoir de suie à l'idée de me payer un petit resto de temps en temps, de m'acheter un bouquin, du matos musical ou me faire des pâtes à l'huile d'olive. Ces personnes m'écœurent et je trouve l'autre. Merci. Alors, oui, ben, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Quand les gens comprendront, enfin, qu'il s'agit d'une question de survie, je trouve incroyable que les foulards rouges ne se soient pas plaints, par exemple, de l'accueil massif des immigrés qu'on fait dans notre pays, tout simplement parce qu'ils savent que ce n'est pas eux qui auront le coût à supporter, en fait. Le coût le plus important, il sera mis aux classes moyennes, en fait, pour les faire redescendre dans les classes les plus populaires. Ce monsieur, visiblement, il est aide-soignant, il devrait être peut-être un peu plus que la classe populaire, il devrait peut-être être au moins un petit peu dans la classe moyenne. Mais sauf qu'on est en train de détruire la classe moyenne. Donc cette possibilité pour ce monsieur de rejoindre la classe moyenne, ben, elle est terminée. Elle n'existera peut-être plus jamais si on continue comme ça. Être soignant, c'est un boulot vraiment difficile. J'ai jamais expérimenté moi-même, mais j'ai vu un petit peu en étant dans des hôpitaux régulièrement pour des membres de ma famille malades. J'ai vu que le boulot était réellement difficile. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer que ces aides-soignants puissent faire un peu plus que de survivre? C'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire, les enfants. C'est la volonté, quand on habite dans un pays qui est réputé être une puissance économique, c'est la volonté de faire un peu plus que survivre. À moins que les foulards rouges considèrent que ces gens, les gens qui font des travaux difficiles, sont là à cause d'eux et qu'ils avaient qu'à laisser leur place à des migrants qui auraient fait le travail pour mieux et pour moins cher, et que ce monsieur n'avait qu'à faire plus d'études, devenir médecin, chirurgien, etc., etc. C'est peut-être ça que vous voulez, les foulards rouges, en fait. Et là, la question serait réglée, n'est-ce pas? Ces connards de migrants, eux, on pourrait le réduire en esclavage, ça légitimerait leur venue. Et d'un autre côté, ce monsieur n'aurait qu'à se bouger le cul. C'est ça? Sauf que nous, on n'en veut pas globalement des migrants. Ni pour faire les travaux des classes populaires et des classes moyennes, ni pour autre chose d'ailleurs. On ne veut pas changer de culture. Nous, on n'a pas les moyens que les membres de la bourgeoisie, on va dire la haute et moyenne bourgeoisie, ont de se prémunir face au choc culturel. Voilà. Et ce monsieur mérite peut-être mieux que d'être une espèce de poire géante qu'on vide à chaque fois qu'on a besoin de trouver un petit peu d'argent pour accueillir de nouveaux migrants sur le territoire. Alors, là, il s'agit de monsieur Laplace. Il n'y a pas que le salaire. Pour parler de moi, j'ai eu la chance de trouver un patron qui m'a sorti de ma condition d'agent de sécurité. Je suis maintenant ascensoriste. Je suppose que c'est les gens qui réparent les ascenseurs. Je me suis donné corps et âme pendant 1 an pour cette boîte composée uniquement de mon patron et de moi. Mon patron a dû fermer sa boîte en décembre à cause des charges qui devenaient insupportables, RSI notamment. Ah tiens, là, juste une petite parenthèse. Si vous allez dans la vidéo de Nous voulons vivre, que j'ai commenté, vous verrez qu'une des premières personnes interrogées nous explique que grâce à Monsieur Macron, il a pu embaucher 3 nouvelles personnes
parce que les charges avaient baissé. Alors visiblement, c'est pas l'opinion de ce monsieur. Pour être embauché, lui et moi, dans la société pour laquelle on était sous-traitants, nous montons des ascenseurs en 2 jours de moins que leurs équipes et sans aucune réserve à la livraison. En gros, notre petite équipe travaille plus vite et mieux que les équipes de la grosse société qui nous a recrutés, et pourtant il était impossible pour une TPE de survivre. Tous les sous-traitants disparaissent petit à petit, c'est inacceptable que les TPE soient harcelés pendant que les multinationales embauchent à tour de bras. Je ne suis pas mécontent de ma situation, mais j'aurais préféré que le patron qui a su reconnaître mon potentiel puisse continuer son activité et en vivre fièrement. Voilà aussi pourquoi les gilets jaunes défilent. Ces foulards rouges ne veulent pas le comprendre, ils se foutent de la réalité. Oui, encore une fois, ce monsieur travaille. Voilà, est-ce qu'il a besoin de rajouter quelque chose? Ce monsieur travaille, et il travaille dur, et visiblement il travaillait mieux que les équipes de la grosse boîte, mais accablé de charges, l'entreprise qui lui a fait confiance, le patron qui lui a fait confiance, qui l'a formé, qui l'a sorti de son métier d'agent de sécurité, accablé de charges, le patron a dû fermer l'entreprise. Voilà, donc ça c'est une très bonne réponse au foulard rouge qui nous explique que les charges ont baissé aussi. On connaît tous dans notre entourage d'ailleurs quelqu'un qui a récemment fermé sa boîte. Et après, à côté de ça, on entend que la situation économique va mieux. Bien, alors je vous avoue que ça fait 10 minutes que je cherche dans les plus de 1000 commentaires qu'il y a sous la vidéo un foulard rouge qui intervienne et qui reste globalement respectueux. Plus ou moins, c'est très compliqué. Hein. J'avoue que j'ai utilisé beaucoup de sarcasme dans la vidéo, mais enfin le sarcasme n'est pas une insulte globalement. Encore un gilet jaune qui nous prend pour des... Alors c'est Phil le pitbull. Encore un gilet jaune qui nous prend pour des cons. Je croyais que vous étiez pour la non-provocation et en plus soi-disant officier de réserve, donc pour la paix. Il n'y a pas de soi-disant, mon gars. J'ai déjà prouvé à plusieurs membres du cercle Richelieu que j'étais officier de réserve. Pour la paix, oui. Pour justement éviter la guerre civile, ça m'empêche pas d'être sarcastique, ça par contre. Vous êtes pittoresque, j'entends bien que c'est l'inverse. Personne ne doit paralyser une personne qui veut circuler. Petit nègre, c'est raciste, encore un gilet jaune en particulier bien caché derrière son tel. Moi je suis RN et pourquoi vous faites que critiquer la preuve de... Ah bon, très bien, donc ce monsieur déjà ne sait pas parler français, on va commencer par ça. Mais c'est pas grave, on va analyser donc ce qu'il dit point par point. Vous êtes pittoresque. Alors c'est une mauvaise utilisation du terme pittoresque, il faudrait la définir là parce que je ne vois pas le rapport avec ce que j'ai dit. Personne ne doit paralyser une personne qui veut circuler. Oui, c'est la liberté de circulation. En même temps, quand il y a une révolte dans un pays, ça passe un petit peu par ce genre de choses. Petit nègre, c'est raciste. Alors, t'as pas compris, mon gars. Je disais pas que le mec... Alors, oui, je réponds au passage à la vingtaine d'abrutis, pardon, je me permets d'utiliser le terme, qui n'ont pas compris ce que je disais. Petit nègre, je qualifiais pas le monsieur noir de petit nègre. Je disais qu'il avait un parler petit nègre. Et alors là, ouvrez un dictionnaire, hein, une fois dans votre existence, vous verrez que petit nègre, c'est simplement une manière de parler le français qui est généralement pleine d'accent africain. C'est du français, hein. C'est justement en fait le problème, c'est que les gens comme vous qui font de la bien-pensance linguistique vont petit à petit diminuer au minimum la qualité de la langue française, écrite et orale, et petit à petit on ne pourra plus formuler les idées qu'on souhaite voir émerger et les idées qui seraient un peu trop mal pensantes. Petit nègre, ça existe en français, c'est une expression, donc il va falloir apprendre. Alors, ça me fait rire quand même d'entendre un mec du Rassemblement National qui me dit que je suis raciste, parce que normalement, c'est le Rassemblement National, j'ai bien connu, pendant quelques années, j'ai côtoyé. Le Rassemblement National, normalement, vous êtes censé être ceux qui en ont marre, qu'on taxe tout le monde de racisme. La preuve de votre mécontentement, que 30% des Français vous soutiennent. Alors ça n'a aucun sens, cette phrase en soi, mais on va passer... non, il n'y a pas que 30% des Français qui nous soutiennent. Ça, tu as mal lu tes petits sondages BFM TV, mon ami. Au cas où tu ne l'as pas remarqué, même si la cote de popularité du mouvement est en baisse, c'est vrai, elle n'est pas à 30%. Non, là, tu dois confondre avec la cote de popularité des foulards rouges, mais qui est bien en dessous des 30%, évidemment. Pardon, mais voilà, c'est un des rares qui n'a pas insulté, il faut quand même le reconnaître, bien qu'il en a été très près, mais ça n'avait aucun sens. Voilà. Un des rares qui n'insulte pas, dans les commentaires que j'ai lus, ses phrases n'avaient aucun sens. Bien, j'en ai trouvé un autre qui n'insulte pas. Donc un foulard rouge, visiblement. Désolé, mais tu argumentes trop. S'il ne disait, mon ami, pas des choses pertinentes, tu n'aurais pas besoin de tant commenter, voire deviner et inventer. Non, ça s'appelle interpréter, ça ne s'appelle pas inventer. Je pense que les foulards rouges sont avant tout des personnes ayant beaucoup de sagesse, qui savent que la vie est difficile et qu'on doit se battre pour la réussir.
Et chercher des coupables, ça ne résoudra rien. Les gens qui savent ça et qui ne blâment jamais autrui, ils ne rejoignent pas les gilets jaunes même en étant très pauvres. Mais pourquoi vous pensez constamment... En fait, vous n'avez pas compris un truc. Les foulards rouges blâment les gilets jaunes, effectivement. Mais les gilets jaunes, le mouvement ne s'est pas créé pour blâmer les foulards rouges. Ça, vous le comprenez quand même. C'est pas... Le mouvement, le mouvement gilets jaunes a émergé pour blâmer les conditions de vie actuelles en France, les conditions de vie économiques, évidemment, mais aussi sécuritaires. Vous l'avez vu dans les commentaires, il y a des gens qui se plaignent de ne pas être en sécurité dans leur quartier. Vous savez, je pense que moi j'ai vécu dans deux des pires cités de Marseille. Et on était à ce moment-là, dans la famille, on était vraiment passé niveau classe populaire inférieure. Et je vous avoue que la vie aurait été quand même plus acceptable pour moi si la sécurité de ma cité avait été assurée par les forces de l'ordre. Parce que j'entends souvent aussi des gens qui me disent « Oui, les forces de l'ordre, c'est celles qui créent des problèmes dans les cités. » Moi, je vous avoue que là où j'étais, je les voyais pas souvent, les forces de l'ordre. Hein. Donc, au contraire, le jeune homme que j'étais à l'époque aurait bien aimé les voir un peu plus souvent. Mais enfin, bon, bref. Personne ne cherche... C'est pas une question de chercher des coupables. C'est une question d'aller chercher les mecs du gouvernement, de l'État, les mecs qui dirigent ce pays, les forces médiatiques, politiques, économiques, et leur dire que la situation ne peut plus durer. C'est tout. Après, moi, je n'ai pas accablé les gens dans la précédente vidéo. J'ai pas dit qu'ils étaient coupables de la situation, ces foulards rouges. J'ai dit que, par contre, leur raisonnement était stupide. Ça n'a rien à voir. Je les accable pas de ce qui se passe. Par contre, me dire, sont des gens avec beaucoup de sagesse, qui savent que la vie est difficile. Je suis pas sûr qu'ils savent que la vie est difficile. Et qu'on doit se battre pour la réussir. Évidemment qu'on doit se battre. Mais enfin, ce sont ces mêmes foulards rouges qui sont pour l'accueil de migrants, qu'ils utiliseront comme des esclaves. Que vous soyez de droite ou de gauche, vous pouvez tous les deux vous dire, de toute façon, ces migrants, si on les fait venir, c'est pour servir d'esclaves dans les McDo, dans les Quick, dans les emplois les plus bas où on les paiera moins que le SMIC. Donc normalement, si vous étiez cohérents, vous seriez tous contre l'arrivée de ces migrants. Or, ces foulards rouges, eux, ça les arrange. Parce que c'est eux qui vont exploiter ces jeunes gens. Ces jeunes gens, parce que généralement, ce sont des jeunes, les réfugiés, et des hommes. Bien, je pense qu'on va clôturer par ça. Donc de Rémi Busseuil qui dit sur le fait de chercher un emploi en sortie d'école et de pas en trouver direct. Donc il parle des personnes dont je parlais qui avaient des bacs plus 5 et qui galéraient à trouver un emploi, en tout cas lié à leur domaine d'études. Alors que c'était des diplômes qui devaient normalement leur permettre de rentrer dans la vie active. Hein. C'est pas fac de philo, quoi. Ça peut prendre du temps et de faire un autre taf en attendant n'est absolument pas gênant. Mais après, je sais que certains se croient supérieurs parce qu'ils ont un master ou un doctorat, mais le fait de redescendre sur Terre où tout le monde se fout de ton diplôme est une thérapie utile et voire nécessaire. Alors, monsieur Busseuil, je vous ai déjà répondu, mais là, on va faire une réponse plus générale, vraiment sur ce que vous avez dit. Alors, vous dites, le fait ça peut prendre du temps et de faire un autre taf en attendant n'est absolument pas gênant. Ça dépend de votre taf, justement, cher monsieur. Je veux dire, si vous avez un bac plus 5, que vous avez galéré pour l'avoir, parce que vous venez aussi de milieux qui sont populaires, quoi, il y en a plein qui viennent de milieux populaires, si d'un coup vous vous mettez à bosser au McDo, au Quick, si vous faites des boulots éreintants, alors aller chercher du boulot, ça va pas être chose aisée, notamment quand déjà vous galérez, même sans avoir besoin de ça. Genre, vous galérez juste pour trouver un boulot. Alors, le chercher en ayant un boulot à côté, oui, enfin, c'est gênant. Voilà, je vais pas pleurer sur le sort des gens dont je parlais, mais c'est gênant. Dites, c'est absolument pas gênant. Bref. Mais après, je sais que certains se croient supérieurs parce qu'ils ont un master ou un doctorat, mais le fait de redescendre sur Terre où tout le monde se fout de son diplôme est une thérapie utile et voire nécessaire. Mais redescendre sur Terre de quoi ? Vous savez que, globalement, les fils de grands bourgeois qui ont beaucoup de diplômes, ils galèrent quand même beaucoup moins que les fils des classes populaires et des classes moyennes qui ont les mêmes diplômes pour aller chercher un emploi. Donc on va dire, ceux qu'il faudrait faire redescendre sur Terre, c'est ceux qui, issus de milieux bourgeois, qui ont les codes de cette société, mais en plus qui ont les relations de leurs parents, et je ne leur en fais pas grief. C'est tout à fait normal qu'ils usent des relations de leurs parents. Mais c'est ces gens-là qu'il faudrait faire un peu redescendre sur Terre. Par contre, les mecs qui pensaient sortir de leur milieu populaire, sortir de leur classe moyenne en réussissant des études brillantes, et qu'à la fin on leur dit
t'es gentil Coco, mais j'ai pas de poste en bac plus 5, donc tu vas faire un poste en bac ou bac plus 2, payé entre 1190 et 1500. Pardon, mais oui, ils sont pas redescendus sur Terre. Eux, ils viennent des classes moyennes, des classes populaires. Donc ils savaient que c'était la merde. Par contre, ils avaient peut-être un petit peu l'espoir de se sortir de ça, de se sortir de ce cycle. Enfin, moi, c'est mon opinion, en tout cas. Bien, mes amis, je voudrais finir en m'adressant, au-delà des foulards rouges, en m'adressant à toute cette partie de la population qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer dans notre pays. Vous n'êtes pas mes ennemis, et vous n'êtes pas nos ennemis en soi, à tous ceux qui sont en rébellion actuellement. Je voudrais simplement vous expliquer, pour tenter un petit peu de vous faire comprendre ce qu'est ce mouvement, même si j'en suis pas du tout un représentant, mais c'est mon analyse personnelle. Et après tout, je suis un homme libre, j'ai bien droit d'en avoir une, d'analyse. Je crois qu'on est en recherche de sens. En recherche de sens à notre travail, dans une société qui a vidé de son sens le travail pour créer l'emploi à la place. Je crois qu'on est aussi en recherche de sens collectif, dans notre vie collective, en tant que nation. Ça fait longtemps qu'on ne comprend plus où va la France. Vous savez, fut une époque, vous savez que le mot France a résonné à travers le monde, a résonné de manière prodigieuse. Nous étions une très grande puissance. Et aujourd'hui, notre destin est d'être une puissance moyenne, en déclin plus ou moins perpétuel, de présidence en présidence. Et on ne sait plus trop où on va. Est-ce que notre objectif, simplement, autant individuel que collectif, c'est d'engraisser globalement, de consommer toujours un petit peu plus, ça de la naissance jusqu'à la mort, sans qu'au milieu il y ait un peu de rêve, de grandeur, par rapport à ce qu'a été la France il y a des siècles, et même plus récemment, il y a un siècle. J'aime à croire que les Gilets jaunes et globalement tous ceux qui sont en rébellion dans ce pays veulent retrouver du sens à leur vie individuelle et à cette vie collective, à cette vie de la nation. C'est pour ça que personnellement je suis royaliste, parce que je pense que le royalisme mêle la spiritualité et le régime politique, et je crois que le roi donne du sens, le royaume donne du sens à notre existence et donne du sens à notre vie collective. Je pourrais d'ailleurs faire un jour une vidéo là-dessus et en débattre en discuter plutôt, parce que j'aime pas trop la notion de débat, je préfère discuter avec ceux que ça intéresserait, même ceux qui ne sont pas royalistes. Je suis pas quelqu'un de particulièrement fermé sur ça, tant qu'on parle poliment les uns les autres. Mais même sans être royaliste, vous pouvez, je pense, comprendre qu'à un moment, nous vivons dans un monde où nos existences individuelles nous semblent dénuées de tout intérêt, parce que nous sommes coupés de la spiritualité. Je ne vous parle pas de la religion, là je vous parle bien de la spiritualité, et parce que aussi on ne voit pas à quoi on pourrait aboutir en termes collectifs. Cette guerre civile qu'on voit venir, c'est actuellement l'horizon, la destination de notre nation, tout simplement. Alors si vous pouvez le comprendre, qu'il y a cette recherche de sens, tant mieux. Si vous ne le pouvez pas, c'est peut-être que vous avez trouvé du sens à votre vie, ou peut-être que tout simplement une vie purement matérialiste vous suffit, ou peut-être que votre consommation, tout simplement, vous suffit. Mais peut-être qu'un jour ce ne sera plus le cas. Bien, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vous avoue que ça a pas été facile parce que j'ai dû me replonger dans les 1000 commentaires. Je déconne pas, il y a eu plus de 1000 commentaires sur la précédente vidéo. J'ai dû m'y replonger. Et ben, des fois c'était vraiment pas facile parce que se faire insulter c'est jamais facile, mais je crois que je commence légèrement de plus en plus à devenir détaché de tout ça. Je vous remercie globalement tous d'avoir participé. Je voudrais même remercier malgré tout les gens qui étaient pas en accord avec moi et qui sont restés polis. À défaut d'avoir été sympathique, vous avez été poli, ce qui est déjà pas mal. Moi j'avoue parfaitement que j'ai été sarcastique complètement avec vous sur la précédente vidéo, donc vous n'aviez pas à être sympathique spécialement avec moi. Mais enfin bon, vous voyez, on peut malgré tout rester poli et discuter ensemble. Bah écoutez, vous savez que, je vous répète ce que j'ai déjà dit la dernière fois, on a un lien Tipeee.
en bas, dans la vidéo. On ne vous demande pas de donner de l'argent. Je dis, si vous voulez le faire, faites-le, il n'y a pas de souci, mais on ne vous demande pas de donner de l'argent. Sur la droite, vous avez la possibilité de regarder des pubs. Regarder 1 minute de pub, ça nous fait gagner 3 centimes. Si vous voulez bien regarder donc 3 minutes, c'est le maximum que vous pouvez faire, vous nous ferez gagner 9 centimes et on vous en remerciera. Et on a détaillé dans le Tipeee les projets qu'on souhaite concrétiser avec cette aide financière. Mais écoutez, c'était Alexandre du Cercle Richelieu, je vous dis à très très bientôt. Et n'oubliez pas, participez au contre-débat, posez-nous des questions dont la réponse vous semble importante pour l'avenir de la France.